Alors bonjour Daniel, on voulait parler de ton travail personnel, notamment de la pensée myotique, Mhm. plus ton lien avec les poésies expérimentales et donc tout ce qui est lié au langage. Donc pourquoi, quand et comment ça a commencé Bon, ça a commencé très tôt. J'ai commencé par écrire de la poésie, comme beaucoup de gens, et une poésie qui n'était pas tout à fait acceptable. Elle ne plaisait pas beaucoup, quoi. Elle était trop expérimentale à sa façon, quoi. Donc ça, c'était dans les années, il y a fort longtemps, dans les années, fin des années 60. Oh oui, les années 60. Et la première grande joie de ma vie, ça a été que j'ai malheureusement dû faire mon service militaire, qu'on m'a exilé pendant 1 an et demi, et pendant que j'étais pas là, mes amis ont publié mes poèmes. Ça, c'était un truc extraordinaire. Quand tu reviens et on te dit, tiens, on a publié ça. C'était beau. Alors, bon, j'ai continué à faire de la poésie jusqu'en 68. Et à l'époque, tu avais rencontré des lettristes ou Non, Chopin, Bernard Haitzy. non, parce que j'habitais Lyon à l'époque et j'étais loin de tout le monde. Donc j'ai rencontré personne. Je suis monté à Paris en 67. Et là, tout de suite, il y a eu 68. Ça a été le choc, le grand coup dans la gueule, quoi. Et après, j'ai rencontré Julien Blaine en 69, où on a eu des échanges poétiques, puisque j'avais signé avec lui le manifeste bipointilliste. Et puis on a continué à faire des choses avec Ben, et on a fait une revue qui s'appelait Vive la Libre, qui a eu 2 numéros, et au deuxième numéro, on s'est un peu fâché. On s'est distancié. Voilà. Alors là, j'avais pris ma décision en bon bipointéiste. J'avais arrêté d'écrire des poésies. J'écrivais des textes, des tracts, des petites choses, quoi. Mais j'ai arrêté d'écrire et je n'ai plus écrit ou fait d'art jusqu'en 86. C'est-à-dire 68 à l'envers, hein. Et pourquoi? Bah parce que je croyais que le monde allait changer et qu'on allait faire de grandes choses et que c'était pas la peine de les faire avant, tout seul dans son coin. Alors pendant toute cette période, j'ai été un prostitut, j'ai participé à des groupes d'action, des choses, des actions louches, enfin, etc. Et à partir de 86, eh bien, j'ai changé d'orientation en disant ben, c'est fini, on l'a dans le baba, on n'arrivera à rien. Alors je me suis dit je vais redevenir un artiste, enfin essayer, quoi. Et en fait, ça n'a pas trop mal marché parce que grâce à Julien Blaine qui m'avait filé son fichier en 69, j'étais entré en contact avec plein de gens dans le monde entier et j'avais réinventé d'une certaine façon sur le savoir le mail art. J'avais commencé à faire du mail art tout seul sans le savoir en 67. Comme j'étais monté à Paris, je connaissais personne, je m'emmerdais. Alors je m'étais mis à écrire à tout le monde. Et tout le monde, c'était mes amis, bien sûr, mais c'était aussi des gens que je connaissais pas, quoi. Donc j'ai fait une expérience amusante. Pendant un mois, j'ai écrit tous les jours à Ben, à Ben Nice. Vautier. Ben Vautier, ouais, à Nice. Tous les jours, je lui ai envoyé une lettre, une carte postale, une photo, etc. Et ça l'a étonné. Donc on est devenus copains. Copains à distance, quoi. Et puis donc je me suis mis à continuer à écrire à des gens que je connaissais pas, comme ça. Donc j'avais près de 1000 correspondants inconnus, dont j'ai connu un certain nombre après lorsque je me suis mis à me déplacer. Et ça a été assez extraordinaire de trouver des gens avec lesquels on a correspondu et on a échangé, on est devenus copains, on a les mêmes idées et tout d'un coup on se rencontre. Ça c'était extraordinaire. Et tout ça avant le net, bien entendu. Voilà, alors j'en étais où? Là, je sais plus. En 86, effectivement, Ah oui, alors en 86, grâce à mes contacts artistiques, notamment en Amérique du Sud, où j'avais échangé pas mal de correspondances avec des Chiliens et des Argentins, un Chilien m'a invité à faire une exposition à Antofagasta. Donc je lui ai envoyé des choses que j'avais faites sur papier, etc. Et deuxième coup en Amérique du Sud, c'est au Brésil,
où j'ai été invité au musée de Récif par Paolo Broschi, qui était un ancien gauchiste, mis en prison, avec lequel j'avais correspondu pendant toute cette période, et qui était devenu en quelque sorte le ministre de la Culture de l'État de Pernambouc. Et il m'a invité à faire une expo au musée de Pernambouc. Alors ça a été aussi une expérience extraordinaire, les rencontres, tout ça, quoi. Tu as pu te déplacer sur place? Bah oui, je suis au Brésil, bien sûr. Antofagasta, j'y suis pas allé parce qu'il y avait la dictature et je n'avais pas très envie. Mais, par... Et Brésil, ça venait d'être libéré de la dictature, donc c'était le paradis, quoi. Donc voilà, ça a été le début de ma carrière artistique. Après, à Paris, j'ai rencontré Duval et sa compagne Béatrice Duner, qui avait ouvert une petite galerie à Montmartre, et ils m'ont exposé plusieurs fois à Montmartre, quoi. Et là, c'est le moment où, par le contact avec Bruno Duval d'ailleurs, j'ai développé un côté de mon activité qui était Mickey. Longtemps, j'avais utilisé Mickey comme personnage un peu ridicule et comme image d'une dictature intellectuelle de l'Amérique sur nous. Et là, grâce à Duval, il m'est venu une idée que je qualifierais de géniale. Lui-même en serait vexé en disant qu'elle venait de lui. C'est que j'ai découvert en fait que Mickey c'était Dieu. Voilà. Donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Mickey, parce que je voulais l'appeler Mickey, mais Monsieur Disney n'a pas voulu. J'aurais eu un procès, donc on l'a appelé Mickey. Ça tombait bien parce que Mickey c'était l'architecte du Trianon de Versailles. Et comme j'avais trouvé le portrait de Dieu sous forme de Mickey dans Versailles, ça tombait parfaitement. Donc j'ai écrit ce bouquin qui s'appelait Mickey ou les oreilles de Dieu. Et là, il a eu un certain succès, d'une part parce que c'est le moment où s'est ouvert Disneyland en France, et ensuite parce que personne n'avait jamais fait attention au fait que quand on survole Versailles, on voit une tête de Mickey. Oui, c'est vrai. Donc j'avais révélé ça au monde. Alors à partir de là, je te raconte pas, tous les gens qui m'ont envoyé des petits Mickey, des trucs. Alors j'ai une collection d'environ 300 Mickey, toute taille, toute situation, quoi. Voilà. Donc ça a été là aussi, en cette période 87, où Duval m'a fait rencontrer un de ses amis qui s'appelait Richard Sinder. Je n'oserais pas le qualifier, c'est un esprit à la fois rigoureux et délirant, qui m'a convaincu qu'il fallait faire quelque chose avec lui parce que c'était assez fascinant. Tout ce qu'on pouvait trouver sur les rencontres, la signification des signes dans le quotidien, etc. Et donc c'est moi qui ai proposé en 87 qu'on crée l'association de pensée myotique, qu'on a appelée Association française de pensée myotique parce que le sigle AFP était tout à fait pratique, n'est-ce pas? Et permettait d'avoir des réservations dans les restaurants, par exemple. Quand on disait c'est l'AFP. Ah oui, monsieur. J'étais honoré d'avoir des journalistes. Et ben voilà. Et donc la pensée myotique, qu'est-ce que c'est? Richard était journaliste, oublie. Oui, Richard était journaliste à l'origine, oui. Et ben la pensée myotique, c'est la recherche de tout est signe dans la vie, dans le quotidien, dans le monde, et c'est la recherche de ces signes et leur explication. Il y a un seul auteur un peu renommé qui en a beaucoup parlé, c'est Umberto Eco. C'est lui qui a lancé un peu le terme, je pense, de pensée myotique. Pan, tout en grec, sémiotique, sémios, signification. Tout a un sens et une signification. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai tendance à y croire que tout a une signification, il suffit de la chercher. On la trouve, et voilà. Donc à partir de là, on a créé cette association, on a eu un certain nombre de membres intéressants, on a eu des artistes, on a eu des écrivains, on a eu des gens du commun, et on a fait une revue qui s'appelait Pan. Et cette revue, elle a quand même tenu pendant 25 ans. Hein. C'était quoi, une revue annuelle? Deux fois, biannuelle, 2 fois par an, quoi. Semestrielle.
avec une trentaine de pages à chaque fois, quoi. Et on a eu des numéros un peu plus épais au début, mais on n'a pas pu tenir le rythme financier, quoi. C'est ça le problème. Je le connais bien pour Tu Docs. connais bien, quoi. Et donc pour cette revue, qui finalement elle contenait quoi exactement? C'était des articles faits par chacun des membres sur des événements qui le concernaient ou qui concernaient tout le monde, sur des signes qu'il avait pu repérer dans l'actualité, etc., quoi. C'était ça. Pas de théorie absolue, mais une observation, un développement de la signification des choses. Voilà. Donc j'ai continué à partir de là à faire d'autres petites choses par-ci par-là. Notamment, je m'étais mis à la peinture dans les années 90. Pendant 10 ans, j'ai fait des peintures où j'utilisais des toiles célèbres que je reproduisais et je mettais des oreilles de Mickey où il fallait. Donc j'ai fait Van Gogh avec une oreille coupée et l'autre une oreille de Mickey. Je fais des choses comme ça. La Joconde, bien entendu. Enfin, et bon, je m'en suis, disons, débarrassé parce que j'en ai dû faire 120, 150 toiles. J'ai dû en vendre à peu près la moitié. Et ce qui reste est actuellement dans une cave. En attendant d'en faire quelque chose. Donc toujours cette obsession entre guillemets du Mickey. Ah bah oui, pendant cette période-là, j'étais obsédé par Mickey. Maintenant, je le suis moins, mais enfin, il m'arrive encore de le mettre en scène, quoi. Et puis, bon, là, je faisais beaucoup de photos que j'utilisais aussi pour faire des montages. Et puis, j'ai continué à écrire et j'ai publié une vingtaine de petits fascicules de ci, de là, mais j'en ai aucun ici, je crois. Ah oui, aussi dans ma période avant de me remettre à l'art, pendant 20 ans, j'ai fait une petite revue que j'envoyais par la poste à des correspondants ou des gens inconnus, qui s'est d'abord appelé la Gazette du Levalloisien, parce que je la faisais à la main comme la célèbre Gazette de... Comment il s'appelait ? Le créateur de la Gazette. Enfin bon, j'ai fait ça pendant quelques années. Après, je l'ai baptisé les Fils de Mr. Hyde. Je trouvais que ça correspondait plus à ma nature, puisque à l'époque, j'avais une fonction professionnelle qui me mettait un peu en vedette de temps en temps. Et donc, je considérais que ce que je faisais là était le côté Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà. Donc double vie, entre guillemets. Voilà, en quelque sorte. Donc ça je l'ai fait jusqu'en 87. Et le mail art, c'était après 87 ou Ah avant? non, le mail art, c'est de 67 à 2017, disons. Et tu as arrêté pourquoi le mail art? Parce que la poste est devenue très pénible. Ouais. Hein. Elle veut plus qu'on envoie des lettres un peu Non. spéciales. Ils n'aiment pas ça. J'ai été, réprimandé. Ah oui? Oui, une fois une lettre m'a été sanctionnée. On n'a pas voulu l'expédier en me disant qu'elle elle était une atteinte à la je ne sais quoi. Enfin bon, parce que j'avais mis un timbre de Pétain, en plus du timbre français normal, quoi. J'ai mis un timbre de Pétain et j'avais inscrit ma devise célèbre, tout doit disparaître. Et alors la poste me l'a interdite, elle n'a pas voulu la diffuser. J'ai eu une réprimande. D'ailleurs, j'avais fait un truc que j'avais envoyé par internet à tous mes correspondants pour expliquer les méfaits de la poste. Alors ça avait déjà mis de mauvaise humeur. Et puis bon, la poste est devenue infernale, quoi. Maintenant, ça n'existe plus, la poste. Il n'y a même plus de tampons où tu peux voir. Ben non, on sait pas. Voilà, Voilà, c'est